Chapitre 4 Atlantique Nord. Mettez le cap au sud-ouest. Cap au sud-ouest, capitaine. Le sous-marin avait repris la route vers une zone de l'Atlantique Nord largement fréquentée par les navires britanniques et américains. Personne à bord n'osait évoquer à voix haute l'escale islandaise. Mais Hammerschmidt savait que l'incident était encore dans toutes les mémoires. Un signe discret de son premier lieutenant l'avertit que son passager était enfin disponible pour un entretien. Lieutenant Hartmann, prenez la barre et gardez le même cap. L'officier désigné prit la place du capitaine. Ce dernier rejoignit le lieutenant Sedler, son premier officier. Alors, comment va le petit? Comme hier et comme avant-hier. Il n'a pas desserré les dents depuis l'escale d'Islande. Le signor Barbeau est visiblement plus en forme. Quant au soldat Weiss, il m'a juré qu'il n'avait rien vu de particulier. Barbeau l'a simplement envoyé faire le guet. C'est à ce moment-là que ça a dû se produire. Mais le problème, ajouta le commandant, c'est que nous n'avons aucune idée de ce qui s'est produit. Vous avez signalé à Barbeau que je voulais le voir? Oui, capitaine. Il vous attend dans la cabine. L'unique cabine du sous-marin était habituellement réservée au capitaine. Mais pour ce voyage, elle avait été attribuée au signor Barbeau, et le capitaine logeait dans le carré des officiers. Certains voyaient dans ce manquement aux traditions un mauvais présage. Il faut dire que celui que l'équipage surnommait le sorcier juif était entièrement un mauvais présage. Son apparence de kabbaliste, son accent italien, sa manie de marmonner dans sa barbe et le ton mystérieux qu'il prenait quand il daignait adresser la parole aux simples mortels était irritant au possible. Lorsque Bernard Hammerschmidt entra dans la cabine, qui aurait dû être la sienne, Evangelisto Barbeau était allongé sur la couchette. Il se redressa de mauvaise grâce en se frottant les yeux et tourna la tête vers le nouvel arrivant. « Ah, capitaine, je suis bien aise de vous voir, fit-il. Figurez-vous qu'avec tout le boucan que font vos moteurs, il est impossible de dormir dans ce navire. Si ça peut vous consoler, les membres d'équipage dorment dans la chambre des torpilles, qui est moins confortable et tout aussi bruyante. Mais ce n'est pas pour m'inquiéter de votre confort que je suis là. J'aimerais savoir pourquoi le matelot Hans Feuerbach est prostré depuis 3 jours sans adresser la parole à quiconque, en obéissant aux ordres comme une mécanique. Qui ça? Oh, le petit Hans! Il est bien, ce gamin. On peut dire que ce garçon m'a été utile. Oui. Quel est le problème, en fait? Il obéit aux ordres. N'est-ce pas l'essentiel? Là n'est pas la question. Son état est effrayant. Il s'est passé quelque chose pendant votre escale, et j'aimerais savoir quoi. Il ne s'est absolument rien passé, capitaine. Hans m'a accompagné pendant que j'exécutais une mission confidentielle, et il a fait son devoir en me portant assistance sans poser de questions, ainsi que vous devriez le faire. Vous en avez parlé avec lui? Il me semble qu'il fait partie de votre équipage. Oh, vous ne faites penser que je ne vous ai pas encore remis le message à transmettre à Berlin pour annoncer la bonne marche de notre mission. Attendez une minute. Mes officiers ont essayé de l'interroger, répondit le capitaine en lisant le message. Mais il ne fournit aucune explication cohérente, et son comportement nous inquiète. Evangelisto Barbeau s'installa sur la couchette et sortit un carnet de sa poche, dont il arracha une page pour la remettre au capitaine, après y avoir écrit quelques mots. La femme écarlate est resplendissante. Les chemins d'Éric le Rouge sont ouverts. Je me demande si ça vaut la peine de coder un tel message, fit Hammerschmidt, en fourrant le papier dans sa poche. C'est aussi clair qu'une annonce de Radio Londres. Pour le Reichsführer, ce message sera limpide. Vous devriez laisser à ce garçon le temps de retrouver ses esprits. Au fait, j'ai obtenu des précisions concernant l'opération Roderick, et j'aurai besoin que nous fassions route vers le Svalbard. Ce n'est pas du tout ma direction, signor. La fonction première de ce navire est de couler les cargos alliés qui traversent l'Atlantique, et je n'ai accepté de vous prendre à bord qu'à la condition explicite que votre présence ne retarderait pas ma mission. L'opération Roderick, dont j'ignore tout, devra attendre, sauf ordre direct de Berlin. C'est contrariant, gémit le sorcier. Mais je ne suis pas pressé, je comprends parfaitement que vous préférez
Restez dans votre rôle. Eh bien, faites route vers l'Atlantique. Coulez des navires et prenez du bon temps. Cela vous mettra de bonne humeur et nous ferons un crochet par le Svalbard. Ensuite... Que je reste dans mon rôle, répéta Hammerschmidt. Que voulez-vous dire par là? Que nous avons tous un rôle à jouer, capitaine. Vous êtes le Parsifal, et votre rôle est d'être un chevalier héroïque. Gutermann à la baraka, et son rôle est de survivre, sans avoir le moindre mérite pour cela. Hans est mon assistant, et en ce qui me concerne, je suis une sorte de guide spirituel. Eh bien, n'espérez pas me guider, tout sorcier que vous êtes. Il n'y a qu'un seul capitaine à bord, et que ça vous plaise ou non, à vous ou au Reichsführer, ce rôle me revient. N'ironisez pas sur les hommes comme le Reichsführer, capitaine. C'est l'erreur qu'a commis Elbert Selpin avec le ministre de la Propagande, et je vous assure qu'il l'a regretté. 10 000 marks! C'est une blague, Ludwig! Ce petit machin ridicule ne vaut pas 10 000 marks. Ce petit machin est un diamant, Kurt. Tu l'as vu comme moi, non? Et c'est parce qu'il est tout petit qu'il vaut aussi peu. Une pierre plus grosse vaudrait une fortune. Les deux matelots attendaient leur quart dans la salle des torpilles. Ludwig Balz était assis sur sa couchette, tandis que Kurt Gutermann était debout, appuyé contre la paroi. « Oui, je l'ai vu, répondit Gutermann. On peut dire que Karl a eu la main heureuse. Le voilà plus riche que nous tous réunis. À condition que tu rachètes à ce prix-là. Ton beau-frère saura le revendre. C'est en temps de guerre que ça se vend le mieux. C'est une fortune facile à transporter et à cacher. » Il s'interrompit soudain. Un bruit de pas résonnait dans le couloir. Au moment où le capitaine apparut, le caporal Kurt Gutermann se mit au garde à vous. « On ne salue pas dans le sous-marin, monsieur Gutermann. Depuis le temps que vous êtes à bord, vous devriez le savoir. »« Oui, capitaine, répondit Gutermann, en essayant de reprendre une certaine contenance. C'était une habitude dans l'infanterie où ils étaient beaucoup plus... Enfin voilà, excusez-moi. »« Mais comme vous êtes bien élevé, monsieur Gutermann, reprit Hammerschmidt d'un ton visiblement ironique. Vous saluez, puis vous vous excusez. C'est en prison que vous avez appris les bonnes manières? Oui, vous êtes au courant. Je sais tout ce que je dois savoir sur tous les membres de mon équipage, monsieur Gutermann. Tenez-vous-le pour dit. Je vous tiens à l'œil. Mais je ne suis pas venu pour vous faire la morale. Où est Hans? Hans? Il dort dans la salle des machines. Drôle d'idée. Il serait nettement mieux ici, non? Enfin, dès que vous le voyez, envoyez-le moi au carré des officiers, j'ai 2 mots à lui dire.